Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans le studio de Milena Perdriel des Pavés Bleus à Paris. Je suis venu exprès. Milena a été mentor dans le Winter Club, donc c'est mon programme d'accompagnement. Son intervention a eu beaucoup de succès parce qu'on a parlé photographie, bien évidemment. On a parlé de démarche, on a parlé de style, on a parlé de branding, mais surtout on a parlé aussi de connaissance de soi, de l'importance d'avoir une connexion avec ses clients. Au-delà de la technique, Milena nous a partagé l'importance d'avoir une maîtrise technique en photographie, mais aussi une maîtrise des émotions, une maîtrise de l'humain. Milena est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça fait des années que je la suis, des années qu'on se connaît, alors plus ou moins. Et j'ai toujours trouvé très inspirante dans sa démarche, dans la qualité de ses images. Elle a sorti un bouquin aussi avec Erol, peut-être qu'on va en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, je suis très très heureux d'être là et je te présente aujourd'hui Milena. Bonjour Milena. Je suis toute rouge. Ça c'est pas, on verra pour la colo. Moi aussi j'ai chaud. Je suis très heureux d'être là. Bonjour Jérémy, merci beaucoup. J'étais frustré parce que dans le lancement du Winter Club, on n'avait pas pu faire d'interview. J'avais interviewé tous les mentors, sauf toi. Et du coup, je suis d'autant plus heureux d'être là, que le Winter Club soit passé et d'avoir eu ton intervention qui m'a, personnellement, ça a inspiré beaucoup les membres, mais ça m'a aussi beaucoup inspiré dans tout ce que j'ai partagé, tu vois, vraiment dans la personne que t'es, dans tout ce que t'as mis en place depuis ces dernières années, quoi. Eh ben merci encore. Merci pour cette occasion. Déjà pour l'invitation au Winter Club, c'était très intéressant, très nouveau. Toutes les nouvelles initiatives me plaisent et quand tu m'as appelé, tu m'as proposé, j'ai dit bah oui. Quand je sais pas, comment je sais pas, pourquoi je sais pas, mais go. Tu m'as dit mon emploi du temps est surchargé, voilà. Mais allez vas-y. Voilà, prenons juste le temps de l'organiser un peu plus en avance, mais ouais c'était super et ben nous voilà ici. Nous voilà ici. Avec des disponibilités, avec un beau soleil parisien dehors. Ouais, Donc, je suis impressionné parce qu'on a mangé, on est en début avril, on a mangé en t-shirt en terrasse. Donc franchement, ce que vous n'aurez pas pu faire il y a 2 jours. Hein, pas du tout. Mais du coup, c'est bien. Donc on est là pour parler de toi principalement, parler de ta démarche, de tout ça. Est-ce que pour démarrer cet échange, tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui te suivent pas ou qui te connaissent pas, pour cadrer un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, peut-être un peu ton parcours. On a 4 heures. Voilà, c'est ça. Je vais m'allonger un petit peu. Je suis Milena, donc Perdriel. On s'en fout quel âge. J'ai 2 enfants. Je suis photographe officiellement vraiment depuis 2005. À mon compte artisan depuis 2012. Et quelque part entre les deux, j'ai décidé que je voulais faire des portraits. Et je savais aussi que je voulais être photographe de studio. Dès le départ? Dès le départ. T'avais ça en tête? Oui. En fait, quand j'ai appris la photo, je faisais des photos d'illustration pour les banques d'images. Donc, je faisais intérieur, extérieur. Et quand j'ai appris le studio, j'ai bien aimé. Et j'ai surtout bien aimé... parfois, en formation, je dis, je suis feignante. Du coup, je trouve des facilités. Et le studio offre cette facilité de le confort du temps. Il fait toujours beau dans un studio, été comme hiver. Il y a toujours du soleil dans un studio. Et le soleil, il est là où je veux. Mm-hmm. Tu vois. Et ça, c'est royal. Et en plus, comme je fais des portraits de gens dont ce n'est pas ni le métier ni l'habitude, et il y a ce cocon qu'on n'a pas à l'extérieur. Est-ce que, parce que tu vois, c'est hyper intéressant parce que je vois souvent des photographes et moi dans ma pratique, j'ai eu un studio à un moment et j'ai eu ce sentiment où l'extérieur, c'était plus facile pour moi de laisser vivre les gens un petit peu, tu vois. Oui. Comment tu gères justement le côté un peu cadré, parfois peut-être impressionnant du studio avec le fond, les éclairages, tout ça? Eh ben, j'ai pas de fond. Ok. Voilà, ça résout le problème. C'est vrai qu'un studio un studio photo dans l'imaginaire des gens, mais aussi des photographes, c'est tu rentres, c'est plein de matériel et t'as un fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Moi, je n'aime pas le fond pour plein de raisons, y compris le fait que les fonds papier, en fait, ça n'existe pas dans la vie. Ouais, c'est pas naturel. Ouais. Voilà, il y a des voilà.
Donc, ça m'a jamais vraiment inspirée. Et pourtant, j'aime les couleurs, j'aime plein de choses, mais j'aime pas le fond papier. Je trouve que ça fait artificiel. Et avant de venir là au Pavé Bleu, je travaillais dans un grand beau studio pendant 3 ans. Je louais 1 jour par semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement mon activité d'artisan. Toutes les semaines, j'avais une journée pour moi dans un studio qui était super. C'était un studio grand, spacieux, 150 mètres carrés, à Montmartre, avec un cyclo et tout. Et en fait, j'utilisais le cyclo, je sais pas, peut-être une fois tous les 2-3 mois en tant que cyclo. Et en plus, un cyclo, c'est fragile à entretenir, donc il faut quand même faire attention. Voilà, il faut le repeindre et tout. Comme je l'utilisais pas, j'ai jamais repeint parce que c'était dans les conditions de location. Mais du coup, à chaque fois que j'avais besoin d'un autre fond que blanc ou gris à la rigueur, je devais faire des fonds papier. Il y avait plein de fonds papier, il y avait plein de couleurs. Mais qu'est-ce que c'est chiant quand t'es tout seul de manier ces rouleaux à 1m95, tu vas à chaque fois, tu montes un pied, tu montes un pied. Ah, t'as fait un pli, bah du coup, il faut que tu le remontes encore un peu. Ou alors tu le retouches et puis il suffit que... voilà, un calvaire. Donc j'ai détesté les papiers et j'ai dit je vais pas de papier. C'est super intéressant parce que moi je pense que j'ai arrêté le studio à cause de ces problèmes-là. Et du coup... mais ouais. Et en fait, je suis arrivée à l'idée que, à la conclusion, qu'un studio photo, c'est un lieu dans lequel tu vas faire des photos. Mais ça change tout. Mais ça change tout. Tu fais ce que tu veux. Tu peux le faire effectivement dans un appartement, tu peux le faire dans une maison, tu peux le faire dans une grange à la Dickeneck. Tu peux le faire, voilà, ici. Pourquoi on ferait pas des photos ici? Tu vois, et en fait, tu fais le décor que toi tu as envie de faire, toi en tant que photographe, et puis après avec le brief des clients. C'est trop intéressant. Comment tu disais là que t'avais loué un studio pendant 3 ans, c'est ça? Ouais. Du coup, c'était quoi ta philosophie quand tu as démarré? Enfin, quand tu t'es lancé, tu t'es dit, donc j'ai une idée claire, je veux être dans un studio pour toutes les raisons que tu as données, le cadre, la météo, tout ça. Et tu t'es dit, plutôt que de prendre un lieu et le prendre à 100%, je vais tester le truc. Pourquoi tu as commencé par de la location? Eh ben, la trouille et le portefeuille tout à fait vide. C'est une bonne raison. Mais oui, c'est vrai que je savais que j'étais photographe de studio. Ouais, ok. Et j'ai commencé à être photographe, donc quand j'ai décidé que j'allais être photographe, j'ai commencé à la maison. Ok. Mais j'habite à Paris. Mon salon, il fait 12 mètres carrés. Donc, et dans le salon, il y a quand même une table, il y a quand même un petit canapé. À l'époque, j'avais un tout petit canapé, mais quand même. Voilà, donc au bout de, je sais pas, peut-être 2 mois où je déplaçais quand j'avais une séance, j'avais pas beaucoup de séances, donc d'un côté c'était pas spécialement très contraignant, mais voilà, à chaque fois il fallait faire ça. Et le jour où une cliente, qui était très chiante, surtout, elle se maquillait dans ma salle de bain, et elle m'a dit, c'était le pompon, hein, mais enfin c'était même pas le pompon dans son échelle, dans son cas, mais ça m'a convaincu qu'il fallait que je sorte de chez moi. Elle m'a dit que la lumière dans ma salle de bain était pas top pour se maquiller. Alors, c'est vrai, elle était pas top pour se maquiller, mais comme elle râlait contre tout, voilà, ça m'a saoulée. Et du coup, je me suis dit, mais plus jamais. Plus jamais. J'ai pas envie parce qu'elle a pas de tort. Ouais, il y a quand même un côté, je trouve, franchement, tu vois, quand on est arrivé là tout à l'heure et tout, c'est hyper quali, ça fait hyper classe. Je trouve que j'ai une amie, Lucia, qui est à Toulon. Lucia Go. Oh ouais, je connais, ouais. Et elle a repris un studio, du coup, à Toulon. Et en fait, elle me dit, elle fait pas les photos différentes de ce qu'elle faisait avant, tout ça. Par contre, dans l'image, les gens, quand ils viennent, dans l'expérience, dans tout ça, ça n'a rien à voir, quoi. Mais bien sûr. Moi, j'avais pas encore cette conscience à l'époque. Je voulais juste sortir de chez moi. Et la vie, elle m'a fait un très, très beau cadeau parce que je cherchais... j'étais presque prête à aller en banlieue. Ouais. Tu te rends compte? Mais il me fallait un studio. Et je savais pas comment, je savais pas quelles étaient les possibilités. Et je cherchais tout. Je cherchais dans des espaces de coworking. Ouais.
Je cherchais dans les cabinets de médecins. Ah, carrément, ouais. Mais oui, parce que je me disais, moi, il me faut une pièce vide que je peux investir. Oui, donc a priori, Régulièrement, n'importe où, ça peut j'avais le pas faire. d'idée de timing, j'avais pas. J'étais à peu près, je pense, ouvert d'esprit pour trouver n'importe quoi que je pourrais me payer. Et puis j'avais posté dans Facebook, dans plein de groupes différents. Et puis finalement, il y a une info qui est venue à moi, comme quoi il y a deux jeunes femmes qui venaient de créer un studio et qui proposaient à la location. Et il se trouve que c'était pas loin de chez moi, donc de l'autre côté de la butte Montmartre. Je suis allée voir les filles, très sympa, très voilà. Mais ça s'est fait en une demi-heure. Ouais, trop bien. Ce qu'elles m'ont proposé, c'était une sorte d'abonnement, comme un engagement, mais bon, il n'y avait pas de contrat. J'ai jamais signé de contrat. C'était un engagement comme ça moral que je louais une journée dans la semaine. On avait un calendrier séparé, et puis moi, je regardais le calendrier, je voyais quels étaient les jours dispo, et je disais journée Milena. Comme ça, c'était pas que le lundi ou que le mercredi. Enfin, il y avait la souplesse. Donc, moi, ça m'allait complètement parce que j'avais pas beaucoup de séances en avance. Donc, dès que quelqu'un m'a appelé, je regardais le calendrier, je disais, je peux vous proposer telle date ou telle date. Et comme ça, en fait, le premier client qui me réservait une date, en gros, c'est lui qui choisissait la journée. Et puis après, quand j'avais d'autres clients qui me demandaient la semaine en question, je disais, cette semaine, c'est mardi. Ouais, et ça marchait. Du coup, moi je trouve que dans ton style, il y a un truc que je t'ai déjà dit qui est très marqué, c'est qu'à la fois tu as une esthétique qui t'est vraiment propre et que je trouve très léchée, il y a vraiment quelque chose de très quali, je sais pas comment le qualifier, et en même temps tes photos, je trouve qu'elles sont très profondes, tu vois, dans la connexion soit avec toi dans la photo ou des gens avec eux-mêmes ou des gens entre eux. Comment t'es arrivé avec les années, donc depuis une dizaine d'années peut-être, à ce niveau-là, à arriver à faire ça? Est-ce que ça a été un processus par étapes? Je sais que tu nous avais dit dans le Winter Club qu'au début tu t'intéressais beaucoup aux émotions et ensuite tu as intégré la technique parce que tu t'étais dit en fait je peux pas faire sans technique, quoi, c'est pas possible. Mais comment t'es arrivé à te créer ton style? Parce que je sais que c'est souvent on se dit en tant que photographe j'ai pas de style ou on a du mal à le créer, et je trouve que toi c'est très marqué. Comment t'as réussi à faire ça? Merci pour cette question parce que maintenant je peux répondre. Et merci pour l'appréciation aussi, ça fait toujours plaisir que quelqu'un voit de l'extérieur quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Franchement, dès que je vois tes photos, je me dis, moi je sais que c'est pas, tu sais, parfois tu te dis, j'aimerais trop faire ça, et puis après aujourd'hui avec le recul, je me dis non, mais c'est pas mon style, c'est pas moi et tout. Mais je trouve ça très beau. Il y a vraiment ce côté où j'apprécie vraiment tes images, quoi. Franchement, c'est très très beau. Hein. Sur la question technique, quand j'ai appris la photo, quand je faisais justement des images pour les banques d'images, j'ai appris la technique. Surtout que c'était encore à l'époque de l'argentique. Donc moi, j'ai appris la photographie argentique, la prise de vue. J'ai jamais développé, j'ai jamais mis les pieds dans des labos de développement, ni de pellicule, ni de tirage. Donc ça, je ne sais pas faire du tout. Donc j'ai appris que la prise de vue en pellicule, et après on travaillait vraiment en diapo. Les diapos est encore plus exigeante que la pellicule parce qu'une fois que tu as développé, c'est ça. Tu vois, tu peux pas jouer avec le tirage. Et ça, c'était, je me rendais pas compte du tout, mais c'était une très très bonne école parce que j'ai appris à mesurer la lumière, j'ai appris à calculer la lumière autant en studio qu'à l'extérieur. Là où l'extérieur m'a perturbée après, c'est que quand j'allais à l'époque pour les banques d'images shooter en extérieur, j'avais au moins mon ex-mari qui était avec qui on faisait ce projet-là, qui était mon assistant. Donc j'avais toujours quelqu'un qui m'apportait le réflecteur, quelqu'un qui apportait, il faisait du vent, tu vois, j'avais un assistant. Et à Paris, quand j'ai commencé à faire des photos en extérieur, j'avais pas d'assistant, personne pour faire du vent, personne pour faire de l'ombre, ou au contraire d'amener de la lumière. Du coup, j'étais là, mais je peux pas te faire, moi. Bref. Donc la technique, au départ, pour moi, c'était facile. Enfin, j'ai appris, en tout cas, je maîtrisais. Et quand j'ai commencé à faire des photos,
Je savais très bien faire une lumière de studio. Ouais, c'était... Et comme je voulais travailler avec la vie, les gens en mouvement, les gens libres de s'exprimer, de bouger, libre sur le plateau. Oui, ce qui a dans la tête peut-être est antinomique avec le studio, parce qu'on se dit c'est souvent ça. très cadré. C'est ça. En fait, en studio, quand on apprend les règles de la lumière, souvent on apprend les règles pour bien éclairer un visage. Oui, donc, si tu bouges, un visage de face, il faut l'éclairer comme ça. Un visage de 3/4. Et attention, hein, s'il a la mâchoire comme ça, tu le mets pas de 3/4 comme ça, tu le mets comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est ces règles-là qui figent beaucoup aussi le résultat. Et moi, je savais que je voulais autre chose. Et pour pouvoir servir cette autre chose, j'ai appris à faire des lumières très douces, très enveloppantes. Ouais. Et avec des dans softbox de 160. Non, c'est parce que j'avais ce studio qui était un cyclo blanc. D'accord. Du coup, moi, j'éclairais partout. Ça reflétait partout. Ça reflétait partout, et c'était comme un jour de brume d'or, tu vois. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, tout est clair. Et les gens, ils pouvaient se tourner en 360 degrés, c'était toujours bien éclairé. Et en plus, et ça m'a libérée sur un autre point, c'est que moi aussi, je pouvais bouger où je voulais. Ouais, oui. Donc, moi, j'ai appris, à changer de point de vue. Oui. Et aussi, j'ai appris à suivre les gens. Et franchement, maintenant, je peux te dire tout ça. Oui, mais à l'époque, c'était je sais pas, c'est venu naturellement parce que je voulais, parce que ça m'intéressait. Je suis quelqu'un de curieux Et du coup, donc, tu avais cette formation de base technique qui t'a beaucoup servi parce que c'était assez naturel finalement de gérer la lumière et tout. J'y pensais pas trop. Et donc, quand t'es arrivé à ton studio, que tu le louais à l'époque, tu t'es beaucoup plus concentré sur les émotions, les interactions, sur tout ça. Oui. Okay. Oui. C'est comme ça que c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Enfin, j'ai connu la méthode Moment Design, que j'ai appris, que j'ai. C'est comme ça que je t'ai connu. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus à la grande époque de Beloved Moment Design en France. Moi, j'ai été certifiée parce que ça a tellement collé à ma peau que je voulais aller le plus loin possible, et donc j'ai été certifiée. D'ailleurs, Lucie Agoro, Daniel Bourdonnais et moi, on est les 3 certifiés en France. Ouais. Et moi, je suis allée encore plus loin. Je suis devenue enseignant parce que je voulais aller au fond de ce qui était proposé par Judge de Rock, cette méthode et tout ça. Dans la connexion. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode qui permet de créer des interactions entre les personnes ou avec les personnes assez puissantes pour les connecter à quelque chose qui va au-delà de juste dire mets-toi là et regarde à droite ou à gauche, quoi. C'est vraiment quelque chose de puissant dans les interconnexions. Ouais. Pour moi, c'est une méthode qui aide le photographe à passer un bon moment et de faire passer un bon moment et d'avoir des images naturelles. Ouais. Aussi simple que ça, parce qu'il y a plein de possibilités de garder sa personnalité, de garder la personnalité des gens. Et il y a des photographes qui peuvent utiliser la méthode et juste rigoler. Ouais. Il y a des photographes qui peuvent utiliser la méthode pour rigoler et juste faire un câlin sincère. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à révéler des émotions très, 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 très profondes. Je sais que moi, quand je me suis formé, du coup, et que je l'ai utilisé au début, en fait, c'est une méthode, je trouve, qui est assez, comment on dit, c'est des trucs qu'on pourrait deviner par soi-même, mais en fait, on n'a pas forcément conscience de ça. Et ça aide vraiment à se détacher de la peur de ne pas savoir quoi dire, pas savoir quoi faire. Et je trouve que c'est vraiment un raccourci, en fait, une aide pour créer des moments qui sont chouettes avec les gens. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Exactement, c'est t'aider à faire ce que tu fais naturellement. C'est ça. Sauf que en le conscientisant. En te Exactement. Disant, tu le ferais naturellement et tu sais pas trop pourquoi tu le fais. Et là, tu dis, ok, en fait, dans cette optique de avoir tel résultat ou parce que les gens, je les sens comme ça, je vais pouvoir dire quelque chose ou leur faire quelque chose qui va me donner la bonne émotion, le bon. Moi, quand je fais des formations maintenant sur Moment Design, c'est c'est le point que la plupart des photographes me disent, je sais pas quoi dire. Ouais, bien sûr. J'ai dit, quand tu baisses l'appareil photo, tu dis quoi? Là, j'ai pas de problème. Vas-y, c'est pareil, en fait. Donc, la méthode, elle t'aide à faire ce que tu sais faire
Ouais, naturellement, mais en le naturellement. conscientisant, quoi. Ouais. Voilà, et il y a certains blocages qu'il faut enlever, nettoyer. Mais quand on le fait consciemment sur soi, ça amène l'autre en face à le faire aussi. Ouais. Est-ce que tu as eu conscience rapidement, ça c'est souvent une question qui revient, tu vois, dans les accompagnements et tout, que la relation, c'est vraiment 50-50. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah là, mais moi, mes clients, ils ont pas fait ci, ils ont pas fait Ouais. ça. Et le truc, c'est que, bah, en fait, il faut pas que t'attendes qu'ils fassent quelque chose. Mm. C'est important d'être à l'origine aussi de l'énergie que tu mets là-dedans. Et Ouais. toi, c'est un truc que tu as ancré rapidement, ça? Ah ouais. Ah oui, mais encore une fois, là, je dis oui. 150 000%. Oui, même plus. Même j'ai envie de dire que c'est plus que 50-50. Parce que c'est le client, il vient à nous, lui, il ne sait rien faire. Ouais. Et il vient à nous comme moi, je vais chez le kiné. C'est pas à moi d'expliquer au kiné comment il doit faire. Ouais. Tu vois, le client, il va pas me dire alors moi, pour être à l'aise, il faudrait me parler de Ibiza. Bah non, le client, il sait pas. C'est à moi de trouver comment le mettre à l'aise. Et pour y arriver, il faut que moi je sois à l'aise. Donc la responsabilité du photographe, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on a l'habitude de croire, en fait. On a tendance à beaucoup se décharger, je pense. Alors qu'en fait, le résultat d'une image, il va être dû à ce qu'on est capable de créer. Quand on est photographe social, on a choisi de travailler avec des non-professionnels qui ne savent pas poser, qui ne savent pas, qui ne savent rien faire, en fait, et qui sont là pour nous demander et combien ça coûte. Et j'ai que ça, et comment ça se passe? Ben oui, ben c'est leur question, ben c'est normal. Si on n'a pas envie d'accompagner ces gens, allons travailler avec les modèles, c'est leur job. Ouais. Il y a pas de jugement et il y a pas de problème. Il faut accepter que nos clients, ils savent rien faire et que nos clients, ils attendent qu'on les guide. Donc, il faut prendre sa place. Est-ce que, voilà, c'est exactement la question que je vais te poser. Est-ce que dans ton processus, dans ton évolution, tu vois, toutes ces années, c'est quoi ton caractère de base? Parce que souvent, les personnes qui n'arrivent pas à guider la séance comme ça, c'est des personnes qui vont être un peu introverties ou timides ou qui ont peur du rejet, du regard des autres, de toutes ces problématiques. Toi, tu as toujours eu une confiance en toi aveugle et t'es fonceuse, ou est-ce que tu as fait un travail sur toi? Alors, non. Non, moi, quand j'étais petite, je sais pas, mais je pense que quand j'étais ado, jeune et jusqu'à à peu près mes 35 ans, j'étais la fille au coin de la pièce que tout le monde trouve sympa, mais que personne ne va chercher à parler. Et quand j'étais à l'école, mes années collège et tout, j'étais, je ne sais pas comment, mais j'étais toujours la copine d'eux. Alors, je sais pas comment je me débrouillais. Mais carrément. Ouais. Et je sais pas comment je me débrouillais pour être toujours la copine d'eux, la fille, la meuf, la plus, tu vois. Mais voilà, j'étais toujours la copine d'eux. Et ça m'allait très bien. J'en ai pas souffert. Et maintenant aussi, je sais que cette position, elle m'a appris à observer. Et j'aimais observer aussi. J'aimais observer, j'étais l'angle, le coin d'une pièce, c'est toujours mon endroit préféré, moins maintenant par timidité que par la possibilité que ça offre de tout voir. Ouais, d'avoir une vision globale sur les choses. D'avoir une vision globale. J'aime de plus en plus l'idée d'avoir une vision globale. De faire des photos dans plein de positions, à plein d'endroits différents. Et ouais. Tu vois, quand tu regardes tout, tu peux voir ce qui se passe. Ouais. Alors, tu peux aussi te concentrer, te déplacer quand tu en as envie, mais prendre un peu de recul pour voir, etc. J'aime bien ça. Après, la timidité, la timidité et l'introversion, pour moi, c'est deux choses différentes. Oui. Il y a des extravertis qui sont timides, il y a des extravertis qui parlent pas. Mon chéri, aujourd'hui, c'est un extraverti qui parle pas. Ok. J'ai mis du temps, tu vois, à le comprendre. J'ai dit, mais ça va pas? Non, ça va très bien. J'ai pas envie de parler. Bref, voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, je suis finalement une introvertie qui parle. Ouais, qui parle, et qui s'exprime, et qui s'assume, et qui va monter sur scène dans moins d'un mois.
Et, ouais, et je kiffe ça. Mais je suis une introvertie, c'est-à-dire que j'ai besoin de prendre mon temps pour moi. Euh, je peux pas. Je, mon énergie, elle est épuisante. Elle est pas épuisante, mais Oui, je vois comment ce on que appelle tu... ça? Elle, Elle s'épuise, tu vois. ouais, Enfin, elle est comme c'est s'il comme y en un a 100 réservoir, et quoi. Ouais. voilà, comme un Mm. réservoir en fait. Il y en a 100 et puis à un moment j'arrive à 100 et trop de monde. Il faut que voilà. Ouais, je vois très bien. Et du coup, comment t'as fait c'est en ayant conscience de ça, du coup, t'as pu te dire, ok, là j'y vais parce que je suis capable de mettre l'énergie, ou là je me préserve sur les séances, en fonction des personnes, t'arrives à t'adapter. Est-ce qu'il y a un côté, chez toi, je ressens depuis longtemps quand même un côté hyper ressenti de tout ce que tu dis, tu vois, le fait d'être dans un coin d'une pièce, Ouais. ça permet aussi de se connecter, d'avoir une vision plus globale, pour se connecter peut-être aux énergies des gens, avoir un peu les caractères et tout. C'est un truc que tu utilises dans ton quotidien, sur tes séances? C'est marrant, mais c'est maintenant, en t'écoutant, que je me rends compte que je suis consciente de tout ça Ah, c'est fou. depuis que... Alors, je viens juste de me le dire, hein, donc c'est peut-être pas vrai à 100%, mais depuis que je fais de la méditation transcendantale, Ok, c'est combien de temps? 2018. Ok. Mais c'est une période quand même assez complexe et longue pour moi, 2017-2018. Où j'ai eu pas mal de remises en question pro, perso, etc. Donc, tu vois, tout ça s'embrique. Et je me suis posé aussi plein de questions sur pourquoi je fais ce que je fais, Hmm. pourquoi je fais ce que je fais, la manière dont je le fais. Ouais. Euh, donc voilà, Et ça concorde parce que j'ai toujours médité. Enfin, j'ai appris très très tôt à méditer. Je savais pas trop ce que c'était, hein, mais je médite depuis mes 17 ans. Et à un moment, j'avais arrêté. Après, j'avais repris. Et en 2018, j'ai eu la chance de faire enfin, la chance, c'est moi qui l'ai tu te l'es pris, hein. procuré. Voilà. J'ai fait une formation avec Peter Lindbergh Ok. à Venise. Et, euh, et lui, il a confirmé en fait ce que j'avais déjà lu, qu'il faisait de la méditation transcendantale. Et moi, ça fait longtemps que que je regardais à faire. Mais c'est une initiation en fait qui coûte très cher, donc voilà, j'étais encore dans l'époque où l'argent m'arrêtait pour faire des trucs que je veux très 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 fort faire. Finalement, je me suis dit bon, bah, c'était un énième signe qu'il faut que je le fasse. Du coup, je me suis formée à la méditation transcendantale. Et après, il y a eu ma vie personnelle qui a amené beaucoup de choses. Après, il y a eu des rencontres qui m'ont amené à faire beaucoup de choses. Et il y a eu le Covid Hmm. qui a dit là, tu t'assois, Pose-toi, tu réfléchis, Milena. et tu te poses des questions et tu réponds surtout aux questions parce que les questions on peut tous se poser, mais souvent on n'arrive pas à y répondre. Ouais, oui, c'est vrai. On n'a pas Ouais, accès aux réponses bah ou. oui, ou on prend pas le temps et puis ça trotte dans ta tête et après moi je suis du genre lente. J'accumule, tu sais, cette vision comme ça des choses que je vois qui se connectent et puis ah bah tiens là c'est bon je peux le faire. C'est quoi aujourd'hui ta vision ou ta vie idéale? Euh, Ma vie idéale à moi. ouais, par Non. rapport à tout ça, tu vois. En fait, en fait, j'aimerais te poser un million de questions à peu Ouais. près. En fait, de ce que tu me dis, je me dis, ah là, Vas-y choisis-en ça une. file et tout. Mais de ce que tu dis, tu vois, il y a ce côté un peu introspection, où tu as pris le temps de réfléchir. Je pense qu'on a son compte, qu'on est photographe. Mm, Moi, je me suis toujours dit, un photographe, il travaille sa propre image grâce à l'image qu'il prend des autres. Tu vois, et je trouve qu'il y a vraiment ce côté, cet effet miroir qui est puissant en photographie. oui. Du coup, tu as eu des côtés où tu as eu des questionnements, tu parles de méditation, de tout ça. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta vision de la vie par rapport à l'équilibre pro-perso peut-être? Où tu aimerais aller? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions de je choisis la photo comme métier parce que c'est ce qui me parle, mais, et je pense qu'on choisit pas un métier par hasard, mais il y a une recherche de plus en plus présente du sens derrière, de Mm. l'équilibre, de tout ça, tu vois. Toi, c'est quoi ta vision de ça, ta posture par rapport à ça, pour toi?
Pour moi, maintenant, avec tout ce que j'ai réfléchi, Ouais. je me suis posé à chaque fois que c'est dur, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de continuer? Ok. Et à chaque fois, la question est oui. Je me vois pas faire autre chose à l'heure actuelle. En tout cas, j'ai envie de faire des portraits, tu vois, parce que je me suis posé la question, si ce n'est pas une question d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu Si t'as un referais des million d'euros photos? sur ton compte, tu Si fais j'ai quoi? voilà, si j'ai pas à gagner mon argent, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais encore des photos? Et oui, oui, je pense qu'un jour je me suis réveillée avec un rêve, j'aurais une grange et les gens du village viendraient, je ferais des portraits. Énorme. Voilà. Donc je l'ai toujours cette envie comme ça. Tu vois, quand j'y pense comme ça à ma grange, je me dis ça me fait du bien. Et quand ça me fait du bien, c'est que c'est ça. Tu vois. Donc ça c'est oui, je pense que je ferai des portraits tout le temps. Je suis en train de réorganiser ma vie pour quitter Paris, m'installer à Niort. C'est un challenge, ça. Voilà, c'est des gros challenges qui vont forcément amener des changements. J'ai pas peur, Ouais. heureusement. Enfin, bien sûr, de temps en temps. Il y a le mental. Ouais, voilà, il y a le mental, il y a le comment à chaque fois, en fait, Ouais. qui lui pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Ouais. Et je n'ai pas les compétences. Et c'est là que j'ai les peurs aussi. Ouais, bah ouais. C'est voilà. Après, encore une fois, quand je me ferme les yeux comme ça et je m'y sens là-bas, c'est trop bien. On va faire du paddle, trop bien. C'est une heure de la mer, trop bien. On aura un jardin un jour, trop De la bien. verdure. Et tu te vois continuer à faire les mêmes photos que tu fais aujourd'hui Ah, je ou... pense. Ouais. Je pense que je trouverai le moyen de faire plus ou moins la même chose autrement. Parce qu'au final, voilà, comme je disais, le studio, c'est un lieu dans lequel tu fais ce que tu veux. Hmm. Là, maintenant, qu'heureusement, j'ai plus envie de lumière naturelle Ok. parce que pour le décor. Ouais, bah ouais. Mais pour le décor, mais toujours à l'intérieur, par contre. Ok. Un studio en lumière naturelle Ouais, peut-être. voilà. D'accord. Trop bien. Ouais. Parce que pour recréer l'effet d'une lumière naturelle, imagine qui jette une ombre de fenêtre, par exemple, Ouais. à l'intérieur, pour le faire de manière artificielle, c'est trop de boulot. Ouais, Moi, ouais. j'ai la flemme pour ça. Ouais. Oui, puis de toute façon, Je t'as... peux le faire en studio. Il y en a plein qui le font. Étienne List, il fait ça très, très, très bien. Moi, je suis une flemmarde. Qu'est-ce que ça t'apporte? Récemment, dans un podcast de Thibault Louis, il interviewait une amie à lui qui s'appelle Maud Alaves. Elle disait, moi j'ai envie de... Je sais plus exactement, je vais sûrement déformer ce qu'elle disait, mais en gros, la pensée c'était j'ai envie d'être riche pour payer ma flemme. Et je trouvais que c'était très juste ce J'aime bien. truc-là, tu vois. Et là, bon, vous voyez pas ceux qui regardent l'interview sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur le podcast, vous pouvez aller voir nos têtes sur YouTube. Mais du coup, moi, j'ai investi dans du matos pour faire du montage en direct et tout ça, pour justement pas passer des heures et des heures sur du Oui. montage et tout. Et je trouve que c'est très riche d'avoir cette vision-là, de se dire, de pas voir sa flemme ou ce qu'on n'a pas envie de faire comme un problème, mais comme une opportunité à trouver des solutions pour que ça existe, quoi. Ça rejoint un peu ce concept tant rêvé de tous les entrepreneurs de nos jours, la semaine de 4 Ouais, les 4 heures là. heures, Tim Ferriss. Ouais. Bon, j'ai pas fini le livre, hein, donc je sais pas comment. Mais lui, il bosse 80 heures par semaine. Hein. Voilà, mais ça me tente pas plus que ça. Mais par contre, je suis sûre que la flemme et l'ennui sont créatifs. Et quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on trouve soit des excuses pour pas le faire, soit le moyen de le faire. Ouais. Et ouais, voilà. Donc pour moi, c'est ça aussi. Effectivement, j'aimerais bien être riche. Maintenant, ça c'est une des questions sur lesquelles j'ai vraiment grandi, mais avec du travail parce que je suis pas encore très grande. Hein. Sur la notion de l'argent. Le rapport à je vais leur te poser agent. la question parce que tu disais tout à l'heure que quand t'avais pas trop d'argent pour le studio, t'avais ces peurs et tout. Comment t'as dépassé un peu ça pour arriver à avoir un studio? Tu vois, moi je fais partie des personnes qui pensent que le fait d'investir, ça donne de l'énergie, ça donne du courage, de la force aussi. Enfin, je sais pas, on peut le voir de plein de manières.
et il y a un côté très énergétique dans l'argent où, en Mm. fait, quand ça circule, bah, du coup, c'est souvent beaucoup plus vertueux, tu vois. Ouais. Comment tu as réussi à dépasser cette peur de l'argent, peut-être? Quel rapport tu as avec ça, tu vois? Parce que c'est vraiment une problématique qui est dure pour les photographes, parce qu'ils vendent leurs séances à 150 balles parce qu'ils pensent que ça vaut pas plus et qu'ils ont tellement de blocages vis-à-vis de l'argent qu'ils Mm. ils imaginent même pas la vendre 5, 600, 1000 ou plus, tu vois, euros. C'est quoi ton parcours un peu là-dedans, vis-à-vis de cette question d'argent? Alors, j'ai assez vite compris que pour être photographe, je devais être entrepreneur. Ok. J'avais beaucoup de mal pendant des années à investir dans plein de choses. Mais par contre, je savais que je devais apprendre. Et au début, j'ai troqué pas mal de formations. Ok. Donc, j'ai fait des séances photo qui m'a. Je me souviens que j'avais troqué avec un ami qui lui était coach de vente. Trop bien. Voilà, trop bien. Le truc, c'est que il m'a troqué un coaching qui coûtait 1 000 euros. Et à côté de ça, il fallait que je repaye parce que ma séance était moins chère. Et à la fin du coaching, il m'a dit, en fait, ta séance, elle est beaucoup plus chère que ce que tu m'as vendu. Et ça t'a fait un Tu vois? déclic? Et ça m'a appris, en fait, comment réfléchir. Et même si j'avais un peu du mal à réfléchir, en fait, c'était tellement évident. Enfin, j'avais pas du mal à réfléchir, justement. J'ai appris à réfléchir. J'ai trouvé ça logique. Et du coup, je l'ai accepté. J'avais peut-être un peu du mal à croire qu'on allait me payer ça, mais en tout cas, j'étais sûre que c'est ça que je valais. Ça change déjà tout. Ça Parce change qu'en déjà fait, le truc, c'est énormément. si tu penses Exactement. que tu vaux pas ça et qu'en plus tu penses qu'on va pas te payer, bah là c'est compliqué, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'était les premières réflexions vraiment sur cette notion de valeur Ouais, c'est qui est ça. liée à l'argent. Valeur perçue, valeur réelle. Voilà. Donc, ce que je peux conseiller à ceux qui ressentent ça, c'est trouver le moyen de se former, d'apprendre. Parce que quand on apprend, on peut pas ignorer. C'est vrai, c'est très beau. Ça, quand même. Tweetable. Ouais, il faut qu'on. Attends, Ouais. on va le garder comme titre, il faut que j'en souvienne. Je viens de l'inventer, mais c'est ça parce que on ignore en fait si quelqu'un va nous payer ce qu'on demande. Du coup, on n'ose pas. Ouais. Moi, j'avais fait un sondage au début parce que je voulais faire ça vraiment sérieusement. J'ai fait un sondage dans mon réseau Facebook. Alors, il y a 10 ans, Facebook, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les gens qui étaient sur Facebook, ils prenaient vraiment au cœur tout ce qui s'y passait. Ça a changé, Et donc, j'avais fait un sondage je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, mais les questions que je posais, elles étaient déjà débiles et très orientées, tu vois. Et les gens, ils voulaient. Donc, je posais plein de questions. Est-ce que vous avez fait une séance photo? Est-ce que vous n'avez pas fait? Pourquoi vous n'avez pas fait? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous ne savez pas comment faire? Ou vous n'avez jamais eu l'idée? Parce que dans ma tête, je me disais, s'ils n'ont jamais eu l'idée, comme ça, ils vont avoir l'idée. Tu comprends? Waouh, très intelligent. Après le sondage, j'ai 200 clients. Ouais, c'est ça. Non. Comme disait Paul Mirabel. Non. Donc, et je demandais, c'est ce qui m'intéressait finalement, quel prix les gens sont prêts à payer. Non mais. Ouais. Et est-ce que moins de 100 euros. Bah oui. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est. Et ni moi ni eux avons pensé à demander qu'est-ce qu'il y a dans la séance photo. Ouais, ce que j'allais te dire, ma question, tu vois, c'est est-ce que ton expérience a évolué dans le temps? Quand je dis l'expérience, c'est l'expérience que tu proposes? Oui. La réponse est oui. Ok, ouais. J'imagine. Mais parce que du coup, tu vois, parfois, est-ce qu'il y a des moments où elle a baissé ou tu as quand même augmenté ton prix? Ah oui, alors à un moment, autour de 2017, j'étais super fatiguée. J'avais des clients et j'en pouvais plus. J'avais du mal à être dans les délais. Je trouvais que je travaillais trop. Et que, comme c'était la fin de l'année, le bilan et tout, je me rendais compte que j'avais pas de sous. Je me disais, mais c'est pas possible, comment je vais faire? C'est pas juste. Parce que j'avais toujours cette relation, moi, avec l'argent que, maintenant je le dis, hein, c'est normal de pas en avoir.
Est-ce que tu avais cette croyance? Moi, quand je me suis lancé en 2012, tu vois, je me disais, de toute façon, même si je gagne pas bien, je ferai un truc qui me plaît, qui me nourrit, donc ça ira, tu vois. Non, Non? non. Non, moi, je pensais que je fais ça parce que c'est ça que j'ai envie de faire, Ok. sans me poser d'autres questions. Et l'argent, c'était presque accessoire. Mais pour moi, vivre avec très peu de l'argent, c'était normal. Ok. Donc en fait, même quand j'étais dans le rouge, c'était normal et j'étais pas stressée. C'était désagréable, mais j'étais pas stressée, tu vois, c'était normal. Et quand t'as Et dépassé c'était, ça? c'était presque pas normal d'avoir de l'argent. Eh ouais. Mais là, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, c'est pas normal. Ouais, t'as pris conscience que Et ça en va pas, fait, quoi. j'ai parlé avec une très bonne amie qui m'a apporté plusieurs tu sais, wake-up call à des moments importants comme ça. Et elle m'a dit, soit tu augmentes tes prix, soit tu crèves. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, j'étais, ah, mais moi, j'ai pas envie de mourir. Je préfère augmenter. Du coup, j'avais quand même une troisième option, c'est donc soit pour garder ces prix-là avec lesquels j'étais à l'aise, j'étais à l'aise avec ces prix-là. À l'époque, mon panier moyen était 800 euros, Ok. ce qui est pas mal quand C'est même. bien, ouais, Voilà. carrément. Mais j'en Je pouvais pense qu'il y a plus. beaucoup de photographes qui en rêvent d'arriver là, quoi. Ouais. Mais allez-y, c'est Ouais. facile. Mais par contre, si tu gagnes 800 euros, que ça te prend de la semaine, ça vaut pas le coup, quoi. Parce que, en Exactement, fait, c'est ça. ouais. Donc en fait, mon panier moyen était 800 euros. Et quand je détaille, parce que ça, je le connaissais quand même, de quoi était fait ma séance, en gros, mon service, je me disais que soit je garde ce prix-là et je baisse le service Ouais. pour être quand même un peu rentable au niveau du temps et pour pas être épuisé, en retard, etc. Ou alors, en fait, je garde le même service et j'augmente le prix pour que ça colle au service. T'as fait quel choix? Et j'ai fait le choix de garder le service parce que je me suis rendu compte que ce qui fait ma force, ma différence et accessoirement mon kiff, c'est le service. C'est pas ton prix, ouais. Et donc le prix, il va aller là où est ma force. Parce qu'en fait, quand j'ai calculé le nombre d'heures qui correspondait à 800 euros, et quand j'ai réfléchi quoi sur ce nombre d'heures je peux, tu vois, couper, Mm. et en fait, il n'y avait rien à enlever, c'était parfait. Comment tu arrives, parce que ça c'est une autre problématique, et quand on parle de valeur, on parle de la valeur réelle du service, le temps passé, Mhm. tout ça, versus la valeur perçue. La valeur perçue, tu sais, c'est le truc où comment les gens perçoivent ta prestation. Et moi, je suis comme toi, tu vois, je pense qu'il vaut mieux avoir un service au top, en tout cas si ça nous parle, c'est notre philosophie, notre machin, avoir un prix qui est aligné. Et l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que nos clients, enfin nos prospects, nos futurs clients, ils perçoivent la valeur de ce qu'on propose pour se dire, bah, c'est OK d'investir cette somme là-dedans, tu vois. Comment tu fais, toi, dans tes mécanismes, dans ta com peut-être, ou je sais pas comment tu t'attires des clients, pour arriver à donner envie à des personnes qui ont peut-être pas conscience de combien ça peut coûter, qui se disent ça peut coûter 200 euros alors que ça en coûte 8 ou 900, de quand même venir vers toi et d'avoir cette démarche de dire je vois la valeur de ce que Mylène a fait et j'ai envie de bosser avec elle. Comment tu vois la valeur de quoi que ce soit? Moi personnellement, Ouais. En tant euh, que en consommateur. tant que consommateur, il y a en fonction de mon besoin, en fait, si je me dis j'en ai vraiment besoin, moi il y a une grosse part chez moi de ressenti, de feeling. Si je sens que la personne, il y a un truc qui me parle, je vais pas arriver à me le sortir de la tête et du coup je vais vouloir bosser avec cette personne et le prix a beaucoup moins Et comment d'importance tu vas sentir la personne? par rapport à ce que je vais voir d'elle, les échanges que je peux avoir aussi, soit au téléphone, soit sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Il y a vraiment un ressenti en fait, vraiment un ressenti qui va au-delà en fait du résultat parfois. Tu Mhm. vois, il y a vraiment ce Ouais. truc de je sens qu'il y a une connexion et que cette personne-là, elle va m'apporter ce dont j'ai besoin. Comment Quoi. tu vas arriver, toi, en tant que consommateur, à la valeur de cette personne? Moi, personnellement, le coût, c'est pas quelque chose de très important. Mhm. Je vais toujours me focaliser sur est-ce que ça répond à mon besoin et quelle est la perspective de gain, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon Mhm. terme, sur un laps de temps plus ou moins court. Quoi. Tu vois. D'accord. Il y a Alors, j'ai je vraiment reformule la question parce que tu réponds pas. Ah, vas-y. Comment tu vas
comprendre ce que la personne est là à t'offrir. Par rapport à ce qu'elle va me partager, de son Ouais, offre, de ce ouais, que ça comprend, ce que ça comprend voilà, pas, de l'accompagnement, voilà, tout ce qu'il y a dedans. Ouais. voilà. Qu'est-ce que, en fait, la réponse, elle est là, à ta question de départ, c'est que moi, en tant que photographe, j'explique ce qu'est mon offre, Hmm. mais en détail et de manière diverse et variée. Hmm. Si je donne rien, la Oui, il peut rien personne se en passer, face, quoi. elle pourrait Ouais. pas savoir en fait que je suis sympa. En Hmm. dehors de, il y a beaucoup. Je vais mettre les pieds dans le plat là, mais je le constate et ça m'attriste. N'exagérons rien, mais n'empêche que je me dis zut Tu dors pas encore. la nuit. Non, je dors bien la nuit. Euh, les photographes, ils pensent que l'image vaut 1000 mots. Ouais, mais ça, ouais, c'est ça. Bah non, Ouais. non, Non. non, il faut parler. Et même ceux qui savent pas parler, bah débrouillez-vous pour Et parler. c'est pour ça que je te demandais, tu vois, toi, comment t'arrives. Parce que je sais que tu m'as dit, tu vois, t'es pas forcément au taquet sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est les gens ils passent devant, ils ont un premier contact avec toi, ils t'écrivent, c'est des réunions, des rencontres dans des réseaux. Comment ils connectent avec Alors toi? ici au studio, on a pignon sur rue, mais Hmm. c'est pas un lieu de passage, c'est pas une rue de passage. Voilà, les gens ils viennent pas de la vitrine comme on dit. Mon premier outil de travail de communication, c'est mon site internet. Hmm. J'ai commencé assez tôt le SEO. Mon site est ancien et bien renseigné. Google le connaît, Google le valorise, je l'entretiens. C'est du coup, c'est un vrai outil. Hmm. Mais aussi, sur mon site, je parle, je dis tout. Je dis comment se passe la séance photo, je dis pourquoi ça se passe comme ça. J'ai énormément d'articles de blog qui maintenant sont anciens. Il y en a qui sont très très bien référencés. Euh, voilà, mon site est un gros outil. Ouais, ça crée de la confiance, et, Voilà. ça Et rassure. c'est Ouais, cohérent. ouais. La cohérence est le deuxième élément. Il faut que tout ce que les gens voient soit cohérent, qu'il ait une cohérence dans le message, une cohérence de présence. Par exemple, toi, tu es cohérent aussi. Toi, tu tutoies tout le temps les gens. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai essayé à un moment. J'y arrive pas. Moi, je Ouais. vous vois les gens. Ah, mais ouais. Et pourtant, quand ils arrivent ici, au bout de 10 minutes, je dis, on va se tutoyer, c'est plus simple, parce que c'est plus simple pour moi. Mais quand j'écris, je vous vois. Et en fait, je vous vois, j'ai l'impression que je parle au pluriel. Je vous parle à vous, tu vois. Vous tous, hein. Peut-être parce que nous tous, à l'intérieur, on a besoin de dire beaucoup de choses à vous tous. Enfin, je sais pas, mais... Et voilà, ça c'est aussi de la cohérence, c'est dans les petits détails. Puis moi, je trouve que tu vois, le studio, encore une fois, c'est puissant parce que ça vient accentuer encore plus cette cohérence où il y a un lieu physique, où il y a tes images, où il y a ton environnement, et ça appuie encore plus ce message, je trouve. C'est vrai que quand le studio est devenu mon studio, qu'à moi, Et ouais. ça a pris vraiment tout son sens. Ça, c'est sûr. Au début, le studio, je l'ai créé avec Jacques Mathéos. Ouais. Donc, on avait des murs, on va dire, partagés. Avec ses images, mes images, c'était bien identifié qui est à qui. Mais je dirais pas que c'était pas cohérent parce qu'on a fait en sorte que ça soit quand même joli et agréable et on a des signatures qui sont différentes mais qui peuvent être cohérentes. Donc c'était bien. Mais maintenant, Oui, c'est à toi, quoi. oui. Ouais. Quelle est la part de l'intuition dans ton quotidien, dans Je ton sais pas. activité? Parce que moi, je sens que tu es très intuitive. Mm. Je sais pas si ça se ressent à l'interview, mais en toile de fond, tu vois, je sens que j'imagine que tu fais beaucoup de choses par des ressentis. Et puis, je pense qu'on peut pas faire les photos que tu fais. Tu vois, ça arrive à connecter avec les gens, et ça, c'est la part de l'intuitif aussi, tu vois, Oui. je trouve. Mais quelle part ça prend? Je te pose cette question parce que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles, qui pensent que c'est un défaut
Moi, je pense que c'est une qualité parce que ça permet de se connecter avec d'autres personnes à un niveau différent, d'avoir des ressentis différents, d'avoir une perception différente, parfois d'anticiper les besoins de ses clients aussi. Je trouve que c'est très fort, tu vois. Toi, quelle est la part de tout ça dans ton quotidien, dans ton activité, dans ta vie d'entrepreneur, quoi? Je sais pas comment répondre précisément à la question. Oui, je suis très intuitive. En même temps, j'ai pas de. Je pense que j'ai réduit l'intuition à je me sens bien ou je me sens pas bien avec une idée, une pensée, une question, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir des fulgurances d'intuition. Ok. Parfois, j'ai ces espèces de visions comme par exemple la grange, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est une vision concrètement. Mais globalement, je pense en image tout le temps. Tu veux dire sur une J'ai pas des séance conversations dans ma tête, j'ai des images dans ma tête. Tu vois, et ouais, sur une séance, tu sens ce que tu vas ouais, créer, tu sens ouais, avec la personne en face de ouais. toi. Et quand je fais des rendez-vous, par exemple, de préparation, même en corporate, hein, j'ai pas d'image. Enfin, là, pour le coup, je m'imagine pas, je vais faire cette photo comme ça, le fond comme ça avec la personne. C'est pas ça. J'ai des idées de mood global. Hmm. Ah oui, je vois un truc blanc, léger, et je le décrirais plus avec des sensations comme ça. Ok. Et après, j'ai l'expérience maintenant de pouvoir réaliser l'image avec les fonds qu'on va choisir, les vêtements qu'on va choisir, la lumière que je vais créer, etc. Ça, c'est pour la prise de vue. Je peux faire dark and moody. Je peux faire conceptuel presque. Très Quand, créatif. quand ça m'inspire, oui. Très créatif, je sais pas, parce que je suis pas non plus méga créatif. Tu vois, je suis pas une artiste, mais je me prends la liberté de me laisser guider sur le moment de ce que je fais. Et c'est aussi parce que, justement, du fait d'avoir appris à faire ces lumières super douces où je pouvais aller partout autour des gens, et ben maintenant j'y vais quand même si mes lumières sont pas tout à fait pareilles. Et je m'en fous d'avoir un bout du flash dans la photo et tout parce que j'ai cherché quelque chose, j'ai senti quelque chose, je vais aller le voir. Et parfois, je les publie aussi des photos comme ça. Il y a des photos qu'on peut estimer ratées, mais qui le sont pas du tout parce qu'il y a autre chose dedans et je m'en fous qu'il y ait un bout du flash dedans que je n'ai pas réussi à enlever à la retouche, par exemple. Tu vois. Mais c'est parce que c'est pas grave. Il fallait Parce pas, que quoi. c'est pas important, parce Ouais. qu'il était là quand le truc il s'est passé. Et c'est ok. C'est cette acceptation Il aussi faut quand du même vachement de moment. lâcher prise aussi pour arriver à Oui, faire ça. Ouais. oui, mais c'est quoi l'intuition? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que je savais pas comment répondre à ta question Ben, qui était très très complète. ben, tu vois, l'intuition, c'est ce truc de parfois confronter un peu au mental ou avoir une idée très précise et s'acharner pour faire un truc ou s'enfermer dans quelque chose ou être à l'écoute du moment, tu vois. Mais idéalement, il faudrait qu'on arrive à faire les deux. Ouais. Tu vois, moi, j'ai besoin d'un peu de discipline sur certains points. Euh, J'espère qu'il n'y a pas des clients qui vont écouter ça, par exemple, mais tu vois, je... tu vois, pour vous, Je ferai photographes, un extrait pour YouTube et Facebook. vous, photographes, par exemple, je veux, c'est mon objectif, je travaille sur cet objectif, sur la possibilité de vendre des tableaux, des compositions de tableaux avec des compositions de tableaux. Il y a des photographes qui font ça très très bien. Moi, je débute sur ce produit, par exemple. Et pour le faire bien, j'aimerais bien arriver à faire des compositions entre le réel. Ça, par exemple, c'est très très réaliste. C'est des belles photos, mais c'est réaliste. Ouais. Et j'aimerais bien arriver à mélanger dans une composition des choses entre le réalisme et le bout de coude avec la main de l'autre dessus. Tu vois, des choses un peu plus poétiques, un peu plus abstraites. Voilà, un peu plus Ouais. abstraites. Eh ben, concrètement, ça fait 1 mois que sur mes séances photo, j'essaye de le faire, mais je suis pas disciplinée.
Mais je me laisse aller, dans le mood et tout. Et puis quand je regarde mes photos à la fin, je dis, oh putain, j'ai oublié de faire ça, tu vois. C'est, voilà, idéalement, ça serait bien d'être, Mais à la fois, si tu penses qu'à ta liste de trucs à faire, t'es moins dans le moment aussi, peut-être, quoi. mais c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est ça. C'est comme quand moi, ça m'avait fait ça, tu vois. Euh, je trouve que quand t'as envie d'être dans l'émotion avec tes clients, et que t'es plein dans l'émotion, tu te dis, bah, moi, même à une époque, je me disais, bah, en fait, ça pêche vraiment techniquement, tu vois. Donc, du coup, je me suis formé à la technique et je faisais beaucoup plus attention à la lumière et tout ça. Mais forcément, en fait, si tu fais attention à la lumière, t'es moins présent à côté dans l'interaction. Il Parce que faut tu peux pas être persévérer. partout. Et c'est un automatisme avec le temps où ça vient, Voilà. tu vois. Et ouais, Il bien faut sûr. persévérer. Donc, tous les débuts, dans tous les points. Mais en fait, c'est normal. Quand on débute, tu vois, avec la technique en général, on apprend à faire des photos, normal. Après, bah, tu inclus un autre élément, après tu inclus un autre élément, après tu inclus un autre élément. Donc, on peut pas tout apprendre d'un coup. Pour ceux qui débutent, faut accepter de pas naître à mes préoccupations. Tu vois, c'est normal. C'est normal. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé, je savais pas que je mettrais 10 ans pour être à mes préoccupations, tu vois. Et puis à la fois, en fait, si tu n'acceptes pas cette temporalité, tu n'y arrives jamais. Ben oui, Ouais. Comment tu vois l'évolution du métier de photographe, du marché de la photographie? bien. Ah, franchement. T'as pas remarqué que, au moins les 5 dernières années, on en a tellement marre des photos dans les téléphones, et quand je dis on, c'est pas nous photographes, mais tout le monde, que on sait plus quoi en faire. Déjà, ça déborde, il faut payer du stockage, blablabla. Bla, 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 bla. Les gens, à un moment, ils vont pas arrêter de faire des photos parce que c'est quand même très précieux de faire des photos de l'instant. Euh, mais le rapport à la photo change encore une fois. Hmm. Et c'est là qu'on a intérêt, nous, photographes, à être prêts à recevoir ces gens déçus de leur téléphone. Ils sont pas déçus, mais tu vois ce que je veux dire, dans leur utilisation. Parce que les photographes d'antan ont disparu. Il y a un vrai problème maintenant. On était à l'AG de la FFPMI dernièrement. On se bat pour que les mairies ne fassent pas des photos d'identité. En même temps, les gens, ils trouvent pas de photographe pour Ouais, faire des c'est photos vrai, c'est vrai. d'identité. Donc, en fait, les photographes allaient faire des photos d'identité parce qu'en plus, ça rapporte de l'argent. Et aussi, soyons photographes. Soyons cette offre dont C'est les quoi être gens ont photographe besoin. pour toi? Être photographe, c'est être professionnel dans l'accueil, le service, le résultat. Et là, je parle pas de on est tous des PDF ou on est tous des masterquep ou des machins et trucs. C'est un travail propre que la personne lambda n'est pas capable de faire avec son téléphone. Donc, il faut trouver euh, pas spécialement une signature méga originale, mais il faut trouver comment offrir quelque chose que la personne elle peut pas se faire avec son téléphone ou même avec son appareil photo. Euh, Peu importe si l'amateur il peut faire mieux que nous. Hmm. Est-ce que t'as pas ce ressenti? Moi, mon sentiment, c'est que avec les IA en plus qui arrivent et tout ça, tu vois que c'est l'expérience qu'on fait vivre à nos Ouais, clients a de plus en plus de place. Et pour moi, demain, les photographes qui pourront performer, sans notion de réussite, mais à leur réussite, à leur échelle en tout cas, qui auront des clients, c'est des photographes qui auront la capacité à créer le bon moment, à créer la belle expérience, l'expérience qui correspond aux besoins de son client et tout ça. Et pour sortir aussi de cette bulle-là, de les faire vivre leur faire vivre un moment en fait qu'ils ne vivraient pas autrement, une vraie expérience globale en fait. exactement. Et de ce Mm. point de ce point de vue-là de l'IA, je pense que nous, photographes sociaux et photographes de célébrités, presse, reportages, etc., on, on est les moins menacés, on va dire, parce que autant un produit il peut être fait en 3D par l'AI, etc. Autant un mannequin, une robe, etc. Peut le porter quelqu'un de fake. L'art aussi, il peut être fait en fake. Euh, Pas tout, hein, bien sûr, mais peu.
Alors que nous, ce qu'on va faire vivre aux gens, les gens, ils peuvent pas vraiment se le créer par l'AI. Ils peuvent aussi prendre leurs photos avec leur smartphone et se mettre à la place de Mona Lisa ou tout ce que tu veux. Ça, ils peuvent le faire. Mais ça leur apporte quoi d'autre que la photo du téléphone? Donc, nous, notre service, il va pas disparaître. En tout cas, pas à cause de l'AI. Il pourra disparaître si nous, on arrête de le proposer. Mais aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure pour finir avec le côté téléphone et tout, qu'est-ce qu'être photographe? C'est proposer un service professionnel, une séance professionnelle avec l'expérience, des photos professionnelles et pas que du fichier. Le fichier, il y a un truc qui est très drôle, hein, on n'encadrera pas une clé USB, quoi. Tu vois? Mais on encadre les photos des gens qu'on aime, on encadre les photos des gens qu'on a aimés, parce que il faut essayer de faire comprendre aux personnes qu'on va photographier aujourd'hui que ces photos, ils les achètent certes aujourd'hui, ils vont les payer aujourd'hui, mais c'est pour après. Donc là, l'expérience d'aujourd'hui, elle est très importante parce qu'il faut qu'ils passent un bon moment, qu'ils kiffent revoir les photos de ces moments. Mais c'est aussi, moi j'ai grandi sans photos de moi enfant, et maintenant que, enfin depuis très longtemps, j'ai pas ma mère, mais c'est en manque, mais de ouf. Et je suis pas la seule à le vivre. Et c'est ça que le photographe, il va continuer à vendre, et c'est ça que le photographe va continuer à être le seul à qui on va le demander. Je me souviens dans le Winter Club, dans ton intervention, dans ton mentor show, tu nous avais dit que tu t'étais rendu compte à un moment que la préparation, que les questions que tu posais, que les échanges que tu avais en amont de la séance étaient peut-être plus importantes que la séance en tant que telle, dans la compréhension de la personne, dans vraiment pouvoir la voir dans sa globalité pour arriver au résultat, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très juste parce qu'en fait, dans cette recherche d'expérience qu'on peut avoir, le fait de poser peut-être des bonnes questions, d'être à l'écoute de la personne, d'exprimer aussi ce que tu disais pour qu'est-ce qui est compris dedans, comment ça va se passer et tout ça, c'est ça qui va faire que in fine, la personne va passer un bon moment, tout ce que tu as dit en fait, avoir le résultat, avoir tout ça, quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est puissant. Souvent les gens, quand à la fin de la séance de préparation, ils disent je m'attendais pas à ça. Et c'est cool, c'était bien. En positif ou en Ouais, négatif. c'était bien, voilà. Non, c'était bien. Mais c'est vrai, moi, je pose des questions. En fait, je me sens autorisée de poser des questions. Sous prétexte, qui est vrai, que j'ai envie que ça soit personnel, que ça leur ressemble à eux. Et si je veux que ça leur ressemble à eux, il faut que je sache qui ils sont. Et oui. Mais le truc, c'est que tout est bouclé. Tout est lié. Je m'autorise ça parce que je sais qui je suis et pourquoi je le fais. Les photographes qui sont mal à l'aise à poser ce genre de questions aux autres, souvent ils sont mal à l'aise quand on leur les pose à eux-mêmes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'effet miroir dans tous les sens. Et c'est pour ça aussi que je milite que les photographes, surtout de portraits, aillent se faire photographier, et pas qu'une fois, mais jusqu'à ce qu'ils se disent putain, c'est cool. C'est cool d'être regardé, c'est cool d'aller se laisser regarder. Parce que c'est ce qu'on dit à nos clients. Mais laissez-vous regarder, laissez-vous faire, laissez-vous... faites-moi confiance. Mais pourquoi je te ferais confiance si t'as pas confiance en ce que tu fais? C'est très juste. Ouais. Et je sais que ça change tout de faire des séances, d'être le modèle sur une séance, d'être de l'autre côté, quoi. Oui. Et parce que tu as une perception différente, tu comprends ce que tes clients vivent aussi. Ouais. Enfin, c'est fou, hein, ouais. Il y a une photographe qui m'a dit un jour « Oui, mais je suis photographe de mariage, je vais pas aller me marier pour savoir ce que c'est. » J'ai dit non, mais... Pourquoi pas? Mais déjà, pourquoi pas? Mais en même temps, le jour où tu te marieras, tu verras par quoi ils passent les personnes
qui cherchent un photographe. Déjà, recherchez les photographes. Commencez à chercher un photographe pour vous et vous allez voir déjà ce qui se fait autrement qu'avec le regard. Je regarde la concurrence. Ouais. Regarde pas la concurrence, Ouais. regarde les photographes. Qu'est-ce Tu te rends qu'ils compte, ce que tu offrent, disais tout à comment l'heure, ils en fait, l'offrent. Tu sais jamais trop ce qu'ils offrent. Mais oui. Tu sais pas qui ils sont vraiment. Tu sais, Où ils ouais, te c'est- disent, ouais, séance photo haut de gamme, et quand tu cliques que dans tarif, 220 € pour 30 photos. What? Tu t'imagines Dior qui va dire Mais ça, c'est un vrai problème de positionnement, je trouve, chez beaucoup, de proposer. Bah, c'est des peurs derrière, il y a plein de choses psychologiques, de oui, proposer une expérience dingue oui, avec un prix hyper bas. mais en oui, fait. mais c'est oui. Et ouais, c'est bon, c'est un autre sujet, ça. Bah après, tu vois, 2 fois, je me suis offert des séances comme ça. Ouais. Parce que moi, je vois tout ce qu'il y a dans la valeur et je me suis dit, oh là là, j'y vais. Je ne laisse pas augmenter ses prix encore. Par contre, je vais les en parler, tu vois. Mais oui. C'est ça. Milena, si tu avais Une baguette un magique. conseil, une baguette magique, non, si tu avais un conseil, tu vois, avec tes 10-15 ans d'expérience, on peut dire, à donner à un photographe aujourd'hui qui démarre ou d'ailleurs qui est lancé, peu importe, un truc pour toi, tu te dis, mais ce truc-là, j'aurais aimé l'avoir plus tôt, tu vois, qui peut aider sur n'importe quel aspect, ce serait quoi? Je dirais qu'il faut identifier ses points forts et ses points faibles, pas que les uns ou que les autres. Et tu sais, du côté de ce que je vais faire tout seul pour faire des économies et ce que je vais faire par d'autres en pas regardant les économies. Par exemple, moi, je sais écrire. Je sais dans les deux sens. J'aime ça et je sais le faire. Donc j'écris des blogs, j'écris des posts, j'écris tout mon process, j'écris mes plaquettes, j'écris beaucoup. Donc ça, c'est une force que j'exploite à fond. Et j'en ai trouvé plein d'autres que j'exploite au fur et à mesure de mes séances, de mes communications, de tout. C'est comme ça que j'ai fait aussi des formations. Et du côté de ce que je ne sais pas faire, là où sont mes points faibles, on va dire, soit je me forme parce que ça doit passer par moi, soit je le délègue. La chose que j'ai déléguée en premier, alors ça, enfin, c'est un peu obligatoire, mais c'est ma comptabilité. Et là, je suis arrivée à un niveau de ma maturité où j'ai encore besoin de demander autre chose à mon comptable. Ok. Parce que lui, sa compétence, elle est là. Moi, je veux juste dire, moi, je veux ça. Et lui, il doit dire, OK, ça va coûter tant. Et je vais dire, j'adore. J'espère que je vais dire ça. Mais c'est ça, il faut arriver à savoir ce qu'on ne sait pas faire, mais qu'on veut faire. Du coup, la prochaine étape, c'est tu délègues la prise de vue. Et tu délègues. Ah non, ça, je kiffe. Je te taquine. Donc, non. Mais par contre, il y a des gens, on en a parlé récemment, qui font en sorte de scaler leur travail. Leur signature, ils vont apprendre quelqu'un et en fait, ils vont développer un autre business comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, il y a d'autres choses qui m'intéressent que j'ai envie de développer et pour lesquelles je vais trouver des personnes. Mais avant de déléguer, il faut que je sache ce que je délègue. Oui, bah oui, bien sûr. Et je vais pas dire à mon comptable, écoute, je gagne plus d'argent, j'ai envie de faire tes investissements, tu te démerdes. Non, il faut que je lui dise ce que je veux, etc. Ça va prendre du temps. Mais donc, l'autre conseil que j'ai envie de donner, c'est que ce que vous ne savez pas faire, faites en sorte d'investir pour soit le déléguer, soit l'apprendre. Comme moi j'ai fait à l'époque. Et vous pouvez investir des choses différentes. Hein. Troquer des séances photo contre un conseil en vente pour créer vos tarifs ou aller en formation avec Marie-Astrid Dagas ou n'importe qui travaille sur vraiment la construction d'un tarif, d'une offre. Ça prend du temps, c'est de l'investissement, mais il faut le faire.
Sans ça, bah vas-y au pifomètre, bah ça marche pas en fait le pifomètre. Ça marche un peu au début jusqu'à ce qu'on commence, mais une fois que la deuxième année, l'URSSAF, le machin et le truc qui arrive, tu dis eux ils ont pas de pifomètre, hein. Eux ils ont un truc méga précis, donc ça marche plus à un moment, tu vois. Ouais. Donc ces choses-là, il faut les prendre au sérieux, et même si ça fait pas plaisir, parce que justement dans la partie ce que je sais pas faire, ça fait en général pas plaisir. Eh bien, faut l'apprendre. Il faut aussi aller rencontrer d'autres photographes en formation ou un petit déjeuner à la FFPMI, au congrès, au salon de la photo. Faut se créer son réseau. On n'est pas des concurrents. Par contre, il y a un truc qu'il faut pas faire, mais le faites pas quoi. Copier les soit le style, ça c'est plus compliqué, soit les mots des photographes ou leurs offres. Déjà, c'est nul, c'est pas respectueux, c'est quasiment du vol, mais aussi les clients, quand c'est des photographes de la région, t'imagines photographe bébé dans la région de, je dis n'importe quoi, Reims. Je suis une maman, je cherche photographe bébé et tout d'un coup, parce que pas tout d'un coup en fait, hein, Google il me propose, allez, 15 réponses. J'ai n'importe quoi, je sais pas. Et je clique un site, 2 sites, troisième site, et sur le troisième site, je me rends compte que j'ai vu cette image. Déjà, je l'ai vue. Ou alors, ah bah tiens, c'est les mêmes tarifs que l'autre. Ah bah tiens, c'est la même offre. Ah bah tiens, c'est le même titre. C'est nul en fait. On a beau vouloir, pas vouloir, mais on peut s'inspirer des autres, mais il faut laisser brancher son cerveau, quoi. Bah, le truc, je pense que c'est ce qui va faire toute la différence sur le long terme, c'est arriver à exprimer sa singularité, sa différenciation et tout ça. Et je trouve que c'est là où on va arriver à avoir des clients qui nous ressemblent, qui nous correspondent. Exactement. Cette patte qui fait une différence, parce qu'on va être nous, en fait. Exactement. Parce qu'il va y avoir des nuances par rapport à ce qu'on voit à côté et tout, tu vois. Moi, récemment, j'ai fait une recherche sur Google de photographes autour de chez moi. Et en fait, j'ai été surpris parce que je l'avais jamais fait parce que j'avais pas ce besoin-là. Là, c'était pour une recherche de positionnement pour du référencement. Et je me suis dit, en fait, tu vois, la moitié, ils font la même chose, ils ont le même type d'image, les mêmes tarifs, le même truc. Et ce qui fait que tu vas te différencier, c'est parce que à un moment, ton client, il va venir, enfin, ton futur client, il va venir, il va se dire, ah bah, cette personne me propose un truc de différent, qui me correspond plus, qui est plus ciblé, avec un style différent et tout ça. Et ça a une vraie valeur, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que quand on est photographe et qu'on fait son site internet, on est trop content. Ouais. Ah, cette image, je l'aime tellement, c'est trop bien et tout. Et on pense que les gens, ils vont avoir la même réflexion sur notre site internet en disant rien que pour cette image, je l'appelle. Je pense que ça peut arriver, effectivement, parce que parfois, il y a des coups de cœur comme ça, tu l'expliques pas. Mais franchement, si tu fais du lifestyle dans les champs de lavande, dans la région des champs de lavande, et que tu les vends le même prix que ton voisin qui a aussi des photos de champs de lavande, avec les mêmes robes de femmes enceintes qui volent dans le champ de lavande en pleine saison de champs de lavande, bah en fait le client il sait même pas sur quoi il va flasher puisque c'est la même idée. Même si toi tu kiffes ta photo, mais tu la kiffes à mourir, t'as envie de l'afficher chez toi en 4x3. Bah oui, mais le client, en fait, il a pas le même kiff. Ça c'est vraiment un truc. Tu sais, moi, j'ai des formations techniques. Ouais. Mais il y a un truc, je veux dire un combat. C'est pas une lutte, tu vois. Mais en fait, les photographes pensent que le résultat, le rendu, c'est ce qui va déterminer leur réussite. Oui. Alors qu'ils sont bidons en business, ils comprennent rien en positionnement, en structure de leurs tarifs, un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment une croyance qui est ancrée de croire que juste à une belle photo, mais les clients, la plupart vont même pas le voir parce qu'ils vont pas faire la différence entre 2-3 photos qui nous semblent différentes, mais qui sont un peu similaires pour leurs yeux, quoi. Tu vois, si tu compares cette situation d'un photographe artisan avec, j'ai oublié comment il s'appelait, le mec qui a vendu la photo la plus chère dans le marché de l'art il y a 5-6 ans là. Et en fait, qu'est-ce qui fait que cette photo a été vendue à ce prix-là? La 99,92% de la planète ne sait pas.
Mais ceux qui sont susceptibles de l'acheter ou qui sont susceptibles d'apprécier, ils savent. Donc, nous, ce qui nous importe, en fait, c'est que les gens qui sont nos clients, ils savent pourquoi ils vont venir nos clients. Et pour ce gars-là qui est un artiste, parce que la photo en elle-même, Ouais, c'est pas. et voilà, Tu la vois, tu te dis, bon, c'est basique. Quoi. voilà, c'est quoi une photo qui casse la baraque déjà, tu vois? Ouais. Pourquoi une photo et pas une autre? Ben justement, en fait, la raison, elle est ailleurs que dans la photo, c'est ça que je veux dire. La raison, elle est ailleurs que dans la photo elle-même. Alors que nous, on est là, oui, une photo vaut 1000 mots. Bah non, encore non. Là, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, compléter, un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui vont nous écouter? Je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez chez le photographe pour vous, parce que ça fait du bien. Allez chez le photographe pour dans le cadre dans lequel vous offrez les séances photo. Si vous avez envie de faire plus de photos de couple, allez en couple. Si vous êtes seul, c'est plus compliqué, mais trouvez le moyen de vivre, d'être proche de cette expérience. En famille, pareil, etc. Je comprends que quand on est solo, on peut pas faire une séance en couple, et quand on n'a pas de bébé, on peut pas faire des photos de bébé pour soi. Je conçois ça, mais essayez de faire quelque chose que vous-même vous proposez à vos clients en tant que consommateur, en tant que client, et vous allez voir que tout sur la durée entre le moment où j'ai l'idée de le faire et le moment où je reçois mes photos et 2 ans après où je regarde les photos, il y a des points. Et ces points, il faut les vivre pour savoir après qu'est-ce qu'on offre et savoir ce que ça vaut. Et même si c'est une expérience décevante, ne vous dites pas plus jamais. Au contraire. Au contraire. Ouais. Notez ce que vous n'avez pas aimé et à quel moment vous l'avez pas aimé, parce que ça aussi c'est une info, et surtout le refaites pas. Surtout, hein. Enfin, je dis ça. Voilà. Et l'autre conseil, c'est bon. You have to spend money to make money. So, il faut le faire. Il faut aller investir dans. On considère que c'est presque, enfin, c'est normal d'investir dans le matériel. Ouais. À un moment, il faut arrêter d'investir dans le matériel et l'investir ailleurs. Ouais, moi, ça me tue. Hein. Des photographes, je peux pas me former. Ils ont des tarifs, il faut avoir des pâquerettes et tout. Je peux pas me former. Mais je vais m'acheter le sujet, énième mais objectif. Je vais m'acheter un truc Ouais. à 5000 balles, tu vois. Mais en Ouais. fait, ouais, ça, c'est encore un Ouais. sujet. Mais oui, mais c'est Ouais. c'est Parce que ça rassure, je pense, c'est la la base. technique et tout. Et, ouais. Mais t'as besoin d'être rassuré. Pourquoi? Que tu sais faire des photos? Oui, tu sais faire des photos. Va les vendre maintenant. Voilà, on va arrêter là. Avec sourire. Pour les personnes qui veulent te retrouver, on n'a pas. Je veux montrer un truc quand même. Je veux montrer ça. On en a pas parlé du coup. Mais si vous voulez en savoir plus sur Milena, sur le portrait corporate, franchement, allez acheter ce livre. Pour ceux qui veulent connecter avec toi, qui veulent se former, peut-être les photographes qui ont envie de se former au moment de design, au portrait, à tout ce que tu proposes, ils peuvent aller où? Comment ils peuvent connecter avec toi? Alors, sur mon site, il y a tout. Il y a les formations dans le menu intitulé pour photographe. Il y a les formations que je fais en présentiel. Il y a les formations en ligne. Il y a le lien vers le livre. Si vous l'achetez sur mon site à moi, c'est moi qui vous l'envoie avec mes petites mains et vous faites une petite signature. Tu fais un bisou comme ça avec une lettre dessus là. J'envoie plein d'énergie dans l'enveloppe, tu vois. Je bourre comme ça l'enveloppe. Oui, je fais des formations sur le portrait corporate particulièrement, et ma dernière formation sortie en date, ça s'appelle l'arme du portraitiste,
parce que justement, j'ai envie de... Enfin, je mets l'accent sur la personne du portraitiste dans sa cohérence, dans son service, dans sa responsabilité aussi avec les gens et dedans il y a tout. Je travaille avec Moment Design, donc Moment Design je l'explique et j'en parle à chaque fois dans toutes les formations. Après il y a une formation en ligne qui est dédiée au Moment Design qui est en vente sur portraitauppaysage.com. Il y a une formation en ligne aussi qui est sur portraitauppaysage.com qui est dédiée au portrait corporate. Tu parlais un peu de portrait et paysage aussi ou... Portrait au paysage, c'est une plateforme de contenu, de partage entre photographes avec une partie de formation en ligne. C'est des vidéos qui sont maintenant vendues séparément, individuellement ou en pack toujours. On peut l'acheter en pack en ligne. Trop bien. Ouais. Écoute, merci pour ce moment. Merci pour à ces toi. échanges. Franchement, en fait, je pense que j'appris 2 ou 3 000 questions encore en tête. On aurait pu rebondir sur plein de sujets. On arrête parce qu'on doit arrêter en fait. Sinon, on peut continuer. On aura plus de lumière et tout. Vraiment, merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense qu'on en refera une un jour peut-être, en prolongeant tout ça. Peut-être quand tu auras déménagé pour voir ta grange, dans ta grange. Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens en description, dans la description de l'épisode. Et merci Milena. Merci Jérémy. Merci Elodie. Emmanuel. Merci à vous tous et notre assistant en off. À bientôt. Milena a une chaîne YouTube, Les Pavés Bleus. Je t'invite à aller voir sa chaîne parce qu'on va changer de place et du coup on va faire une deuxième interview où c'est moi qui vais te cuisiner. Elle va me poser des questions, donc je t'invite vraiment à aller découvrir sa chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin et découvrir un petit peu, je sais pas ce qu'elle va me poser comme question, mais des secrets que j'ai à révéler, fonce sur sa chaîne, je te le mets pareil en description. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Je t'invite vraiment à aller découvrir le travail de Milena. C'est une personne que j'apprécie énormément. Je trouve son travail, je te l'ai déjà dit dans l'intro et puis tu l'as vu pendant l'interview, vraiment magnifique. Je t'invite à acheter son bouquin, je t'invite à te former aussi avec elle. Tu as toutes les infos sous la vidéo si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou du coup dans la description du podcast. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode du podcast. Et n'oublie pas de t'abonner sur YouTube ou sur le podcast si tu veux suivre les prochaines interviews. À très vite. Je vais faire style. Tu me dis c'est bon ? Bon, il y a un truc que je t'ai pas dit. Milena a une chaîne YouTube, Les Pavés Bleus. Je t'invite à aller voir sa chaîne parce qu'on va changer de place et du coup on va faire une deuxième interview où c'est moi qui vais te cuisiner. Elle va me poser des questions, donc je t'invite vraiment à aller découvrir sa chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin et découvrir un petit peu, je sais pas ce qu'elle va me poser comme question, mais des secrets que j'ai à révéler, fonce sur sa chaîne, je te le mets pareil en description.